Esteban Isnerdi, buenos días. Buenos días, Tadeo. Bonjour Tadeo. Je pense qu'on va faire cette interview en français. D'accord, oui. Parce que mon audience est principalement française. Alors. Donc bienvenue sur ma chaîne. Merci Tadeo, ça me fait plaisir vraiment. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Salsa Coach. Au travers de notre chaîne, nous aimerions te partager notre amour que nous avons pour la culture cubaine, mais plus particulièrement au travers de sa danse et de sa musique. Alors si tu n'es pas encore inscrit, je te laisse appuyer sur le petit bouton s'abonner et à côté la petite cloche afin que tu puisses être notifié des prochaines vidéos disponibles. D'ici là, je te laisse continuer avec la vidéo. Poète, caricaturiste. Oula. Parolier, danseur, chorégraphe. C'est vrai. Quoi d'autre? Oh mon Dieu. J'essaye d'arriver à la fin de ma journée et du mois avec ça. Oui, c'est vrai, Tadeo. J'ai commencé, en tout cas ma carrière comme danseur, puis chorégraphe. Et tu es bien placé pour savoir que tu es 3e au championnat du monde, Tadeo. Et on a fait ce travail ensemble et c'est vraiment une grande fierté. Je te le dis juste petite parenthèse parce que je le dis et je l'ai toujours dit, je pense que, en tout cas pour moi, en Suisse, tu es le meilleur danseur mâle, homme, c'est toi. Non, vraiment, je l'ai toujours dit et j'ai toujours dit aussi que tu étais meilleur que moi. Arrête. Si, c'est vrai. Alors voilà, maintenant j'arrête de passer de la pommade à zapato, voilà. Et oui, alors j'ai trois versants, trois branches dans mon art en fait. La danse, et on me connaît comme étant le prof de salsa cubaine le plus demandé dans le monde. C'est comme ça, plus de 80 pays, 5 continents, 300 villes. Et caricaturiste officiel de Los Van Van si on veut faire le lien avec la salsa. Puis j'ai fait des expos dans le monde, j'en fais encore. Et puis écrivain, j'ai écrit une trilogie, j'ai tâté de la poésie dans mes jeunes années. Et parolier maintenant, j'ai écrit 3 chansons pour des grandes voix de la musique cubaine. Dans ces expériences que tu as eues à travers ce monde artistique, comment est-ce que tu pourrais te définir? Est-ce que comme un... Déjà un autodidacte. Autodidacte. Oui. Et une fois, la Tribune de Genève m'avait fait un article et dans le sous-titre, il y avait un sous-titre, c'était marqué « l'autodidaxie ». Et moi, je me suis dit, mais est-ce qu'on ne dit pas autodidactisme? Du coup, je suis allé chercher, puis on peut dire les deux, je crois. En tout cas, autodidaxie était juste. Je voulais déjà me plaindre au journal. Je rigole. C'était parce qu'ils avaient mis l'accent sur ça. Et je crois que c'est une de mes fiertés. Moi, je n'ai aucun diplôme, des diplômes conventionnels. J'ai fait le collège à Genève. Je suis parti juste avant la Matu, ce qu'on appelle le bac en France. Faire des caricatures dans la rue, faire une autre vie un peu de bohème, de bohémien. Et donc voilà, je me suis vraiment fait tout seul. Pour la caricature, j'ai travaillé chez des graphistes, mais je n'ai pas obtenu de diplôme vu que ce n'était pas le but non plus. J'ai pas fait une école, j'ai fait des travaux de pigiste, aussi dans le journalisme. Toujours des choses un peu avec, comment dirais-je, avec ma volonté, et puis mon envie, et puis le peu ou le beaucoup de talent qu'on me prête. Comment es-tu arrivé à cette carrière de danseur? Quel était le déclic? Le déclic, c'était il faut que j'arrive à subvenir à mes propres besoins et par la suite aux besoins aussi, en tout cas de mon côté, la partie qui m'échoit de ma fille, qui a une maman splendide et qui la prend en charge de manière spectaculaire. Enfin, maintenant, elle a presque 20 ans, ma fille. Mais en tout cas, c'était effectivement, je ne vais pas le cacher, c'était un besoin. Parce que, comme je te disais, j'ai beaucoup pratiqué la bohème, j'étais squatteur pendant 8-9 ans, dans le mythique Rhino, avec la corne rouge, où d'ailleurs ma fille était conçue, Besito Clara. Et puis, donc je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire dans la danse, c'était il y a plus de 20 ans. Maintenant, pourquoi la danse? Je suis l'enfant du candombe. Toi qui es tout aussi uruguayen que moi, tu sais que nous avons une musique afro-uruguayenne, candombe, qui est aussi l'un des ingrédients dans le tango, dans la milonga. Donc elle était à Buenos Aires et Montevideo, mais c'est surtout resté après à Montevideo. Quand j'étais petit, à l'âge de 4 ans, j'étais mascotte d'une comparsa de mon quartier, Jacinto Vera. Et puis ensuite, ici, je me suis formé lors de mon exil, car je suis réfugié politique. Je suis arrivé à l'âge de 15 ans à peu près. Je me suis formé auprès de profs dans certaines villes que je jalonnais en faisant des caricatures. Et après, je me suis dit, tiens,
je pourrais en faire mon métier, ma voie, mais jamais je n'aurais cru que ça allait aller si loin, entre guillemets, mais c'était comme ça au début. C'est vrai que c'est impressionnant le parcours que tu as eu, ce switch qui s'est opéré à un moment de ta vie, qui t'a propulsé quelque part, même sans que tu le veuilles, Absolument. à un niveau qui presque t'a dépassé à un moment donné, et puis que tu te dis, jusqu'à aujourd'hui, comment c'est possible que Oui, moi j'étais totalement dépassé par ça, j'étais dépassé, et puis après, donc je n'étais pas au départ investi d'une mission. Après c'est devenu un peu, je me suis dit, tiens, il y a tellement de richesses, hein, tu le sais aussi bien que moi, ce monde est tellement riche, il y a tellement de gens qui ont donné leur vie presque pour ça que, allez, ça devient une mission petit à petit. On se dit investi, mais pas par orgueil, plutôt le contraire d'ailleurs. Justement d'être un passeur plutôt. Alors c'était ça, et puis ensuite le fait que je voyais qu'il y avait là de quoi unir la passion, ma passion pour l'art, pour la danse, dans ce cas précis la danse, et l'enseignement. Et je me suis découvert une certaine facilité, on va dire, pour l'enseignement, pour la transmission. C'est quelque chose qu'on ne sait pas au départ. Moi, j'ai commencé mes cours, c'était un cabinet de physio, c'était une vitre en guise de miroir, une alfombra, une moquette gondolée et 5 élèves derrière moi. Et on ne sait pas comment on va faire. Parce que, et c'est là où je reviens au fait d'être autodidacte, tu sais très bien que ces danses que nous enseignons, il n'y a pas de livres préalables, elles sont nées de manière empirique, spontanée et populaire et donc évolutive. Et on les transmet comme ça. Nous faisons fort de ne pas forcément avoir de diplôme pour pouvoir les enseigner le mieux possible. D'accord. Donc pour toi, ça serait plus l'idée d'avoir justement sa propre façon de faire qu'il faudrait transmettre au monde plutôt que d'avoir un formalisme, c'est ça? Alors oui, il y a l'héritage, et cette chose ne nous appartient pas. Hein, le Casino en particulier est né en 56-57, deuxième étape de la fondation après la Révolution en 64, année où je nais en plus. Et donc il vient bien d'avant. Et il y a un héritage, il y a des choses, il faut un grand respect. Mais par contre, les Cubains même le disent. Donc en espagnol, c'est cada maestro tiene su librito. Chaque maître, prof, a son petit livre. Et ça, c'est important, d'autant plus que quand le Casino, il prend l'essor, il naît. Les gens qui étaient en train de danser différemment ne savaient pas du tout que ça allait aller plus loin que le coin de la rue du Casino Deportivo, de Miramar. C'est juste que quand ils arrivaient dans d'autres clubs, les gens disaient c'est le Casino. C'est devenu un phénomène mondial. Eux, ils ont été bien plus dépassés que moi ou que nous. Aujourd'hui encore, ils n'arrivent pas à y croire. Nous avons, toi et moi et d'autres, nous avons des contacts avec certains des fondateurs. Et tu vois bien leur étonnement. Ils sont dépassés, ils sont restés à Cuba, ils se disent mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a réussi à faire? Bien sûr. C'est très intéressant ce que tu es en train de dire parce que ça rejoint un petit peu des débats qu'il y a actuellement par rapport à des évolutions qu'il y aurait dans certaines danses. Oui. Est-ce que d'après toi, c'est légitime? Tout à fait. Alors écoute, c'est légitime, j'ai la réponse. Déjà, c'est légitime. Maintenant, tout est une question de dosage et de pourquoi. Quel est le but, quel est le mobile du crime, hein? Voilà. Quelle est l'intention? Par exemple, les bouddhistes, ils s'attellent à l'intention. C'est l'intention qui compte. Finalement, nous avons tous une intention qui préside à nos actes et nous savons très bien quelle est cette intention. Après qu'on se monte à soi-même, c'est autre chose, mais nous savons quelle est notre intention. Mais sans évolution, il y a forcément automatiquement de l'involution. C'est ce que je pense. Parce que maintenant, le débat, comme tu dis, c'est beaucoup, est-ce que c'est de l'évolution ou de l'involution? Le quiétisme, c'est de l'involution. Parce que le monde bouge, parce que la Terre, elle tourne, parce qu'il y a le jour, la nuit, et ça tourne autour du Soleil. Où as-tu vu quelque chose de figé? Ça n'existe pas. Alors, dans ce domaine, dans la danse, il est évident il y a une recherche à faire. Et il y a des mélanges. Mais enfin, comme je l'ai publié dans un des forums, le Casino lui-même est un mix au départ. Et on vient de parler du cha-cha-cha qu'on appelait néo-danson, que Joaquín appelait néo-danson parce qu'il ne trouvait pas de nom au départ. Et néo, c'est nouveau. Donc l'évolution. Par contre, c'est quand on commence à faire n'importe quoi ou que l'intention, c'est de passer à la postérité de manière égoïste. Mais ça se sent tout ça. Et moi, une fois, j'ai dit que la porte de la postérité, tu ne peux pas l'ouvrir de l'extérieur. On sent bien quand les gens veulent
se mettre en avant eux, inventer quelque chose pour passer à la postérité. Et une fois j'ai dit que la porte de la postérité ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Si tu essayes de l'extérieur, tu frappes, tu essayes de la battre avec une hache, elle ne s'ouvrira pas. Si elle s'ouvre pour te laisser passer, parce que certains veulent vraiment passer à la postérité avec des trouvailles, eh ben elle s'ouvrira de l'intérieur parce que tu as fait ce mérite et ce cheminement intérieur. Donc il y a évolution, mais ne pas aller vers l'évolution, c'est rester et surtout c'est aller dans l'involution. Et puis s'oublier quelque part dans le temps aussi. Oui, ah oui, tout à fait. Mais cette évolution, elle est vraiment nécessaire. Parlons maintenant un petit peu de la danse en général en elle-même. Oui. La danse est un moyen de communication à part entière. Oui. De ton point de vue, qu'est-ce que ça peut résoudre comme équation dans la vie? Ah oui, c'est une très belle question d'ailleurs. Je trouve qu'elle résout des équations de par elle-même, de par le fait que ça te connecte d'abord à ce qui t'entoure de manière sensorielle. Tu as d'abord le son, la musique, ce que ça te donne comme émotion. Ensuite, puisqu'il s'agit de la danse en couple, ce qui nous lie, c'est le rapport à l'autre et le rapport du coup, l'altérité, mais aussi les égards, le respect. Ça te lie à une expression autre que les mots. Les mots ne vont pas de soi pour beaucoup de gens et c'est une manière d'exprimer, de s'exprimer et de faire comprendre, puisque c'est une question de communication, comme tu as dit, de faire comprendre des choses à l'autre ou aux autres d'une manière différente. Ça, c'est dans les danses qui nous occupent. Maintenant, dans la danse, en tant que, on lui met un grand D, la danse est une expression artistique immémoriale et les gens mettent maintenant beaucoup sur Facebook cette phrase que je connaissais qui est de Nietzsche, un jour sans danse c'est une erreur ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que c'est une communication différente, mais pour qu'il y ait communication, il faut une sincérité, c'est toujours ça, je reviens à ça, la sincérité dans le mot, dans la danse, il y a une sincérité dans la danse et ça passe par déjà ne pas, en tout cas dans les danses en couple, ne pas vouloir se mettre en avant, danser comme on est pour la galerie. Et d'ailleurs, toi et moi qui sommes de langue espagnole, même en espagnol, nous avons une phrase qui est en français, il dit pour épater les bourgeois avec l'accent. C'était les grands. Par exemple, Cortázar, il utilise beaucoup ça. Enfin, il l'a utilisé une ou deux fois. Donc, c'est vraiment pour épater le bourgeois ou donc pour épater pour la galerie. Déjà, si tu danses comme ça, tu ne communiques pas du tout. Il n'y a pas de communication. La salsa cubaine est une danse qui ne fiche pas le danseur dans un seul et unique rythme. D'après toi? C'est vrai. Elle est déjà ce qu'on appelle salsa cubaine. On va juste dire quelques mots sur ça, c'est une antinomie. Il ne faut pas non plus en faire tout un débat mondial qui va faire qu'on ne va plus danser. Mais salsa cubaine est un peu une antinomie dans le sens où ça doit s'appeler casino parce que c'est né, comme on l'a dit, dans le casino deportivo, entre autres. Et après la révolution, ça a pris un grand essor dans le Patricio, qui est le nom de Patricio Lumumba, le leader congolais qui a été assassiné. Et le mot salsa arrive à la fin des années 60, début des années 70, 70. Donc pendant 15 ans, ou 13, 12, qu'a-t-on dansé? On a bien dansé quelque chose qui s'appelait pas salsa. Ça, je veux bien. Et moi-même, sur la chanson qu'on a fait avec Roberton de Los Van Van, j'ai écrit les paroles, je parle de ça. Hein, tout ça se termine dans des pièces à mi sol. Mais voilà. Mais il ne faut pas non plus en faire une obsession. Il ne faut pas en faire une obsession. Donc, si je dis la salsa cubaine, la musique cubaine, les danses cubaines, elles sont déjà... Elle est polyrythmique. Toi, tu es musicien, tu dois bien connaître tout ça. Et c'est composé d'un tas de rythmes que tu vas interpréter, surtout maintenant que depuis les années 80 et l'essor des années 90, 90, il y a la timba. Alors la timba, elle est d'une richesse avec des toques de rumba, certains toques de orishas, avec du pilon, du Mozambique, du Sénégal, des rythmes abscons qui sont dedans et qu'on ne reconnaît pas forcément, des moments où tu vas plus vouloir danser le son, un son cha, un mambo cha, une richesse folle. Alors Esteban, parlons un petit peu maintenant de toi en tant que professeur, en tant que professionnel, en tant que passeur, comme tu l'as très bellement dit tout à l'heure. Comment est-ce que tu définis aujourd'hui le statut d'un professeur de danse? Alors, professeur, donc je vais faire le distinguo entre la danse telle qu'elle est enseignée dans le conservatoire et tout ça et nos danses populaires. Hein. Donc nos danses populaires, là il y a un risque, c'est très risqué, on est des funambules.
C'est-à-dire il y a toujours la critique possible, mais n'importe qui peut être professeur. C'est-à-dire à un moment donné, le prof, moi, toi, enfin, désolé, je me suis mis en premier, mais pour l'âge, il a bien fallu qu'on se jette à l'eau, qu'on commence à donner des cours, avec forcément des gens qui étaient là avant, qui vont nous dire mais pourquoi ils donnent des cours. Donc c'est toujours ce risque. Après, je crois qu'il faut le faire après avoir été assez bien informé, parce que tu vas continuer à être élève tout en étant prof, donc il ne faut pas de problème. Il faut un temps suffisant pour te dire « je crois que là maintenant je peux ». Il faut avoir d'une certaine manière fait tes preuves en tant que danseur. Et là, tu peux commencer, je pense effectivement, à donner les cours de manière la plus vraie possible et en demandant la critique, en voulant te remettre en question, ce qui fait que ce qui fera ta légitimité dans la danse populaire, ce sont les gens, c'est le public et c'est les collègues qui au bout d'un moment diront tiens, il ou elle a une bonne attitude. Mais le statut de professeur et de nos danses est assez fragile finalement. Est assez fragile parce que, par exemple, je ne crois pas qu'on ait super bonne presse auprès des danseurs classiques, contemporains, ballet. Voilà, ils vont regarder un petit peu ça par-dessus l'épaule. Je me souviens d'un Chilien, prof de danse contemporaine, qui était pris de boisson ce jour-là, je pense, parce qu'il me disait « à cause de gens comme vous, on n'a plus d'élèves ». Je dis « mais qu'est-ce que ça a à voir, ta danse et ma danse ?» Donc tu vois, il y a ce statut qui est un peu précaire d'une certaine manière, en tout cas fragile. En tant que professeur, tu sais très bien que des fois on a des élèves qui sont naturellement prédisposés à savoir danser et d'autres qui sont un petit peu, où c'est un petit peu plus difficile, où il y a un peu plus de challenge justement à leur transmettre cette passion, ou les bases ou la technique. Est-ce que tu peux nous dire une anecdote d'un problème récurrent qui arrive souvent pour un professeur de salsa? Alors, ce qui va arriver souvent, en tout cas, comme ça c'est la première chose qui me vient, ce sont les automatismes des erreurs de certains élèves que tu ne peux pas enlever. Et tu vas essayer, en entrant par la porte de droite, par la porte de gauche, par la fenêtre, par le vasistas. Et là, c'est un gros challenge parce que ce n'est pas de sa faute ni de son fait, vu que c'est comme ça. L'information ne veut pas rentrer, ou si elle rentre, elle n'est pas transmise correctement aux composantes du corps qui font la danse. Donc le challenge, c'est de se remettre en question et de se dire « je n'ai pas bien transmis ». Comment faire pour que cette personne arrive à donner le mieux, en tout cas, de ce que tu veux lui faire passer, tout en gardant ses particularités et qu'il soit finalement assez beau à voir danser ou assez belle à voir danser. Et ça, c'est un gros challenge que je n'ai pas toujours réussi. Par moments, une fois, j'avais écrit dans un de mes livres, j'avais écrit que finalement, je n'enseigne que pour ce danseur ou cette danseuse, genre éternellement débutant, qui au bout de 5 ans dirait qu'il stagne, qu'il n'y arrivera jamais. Tu as presque envie parfois de lui dire « veux-tu vraiment continuer à faire cette activité ?» mais qui, à force de ténacité, elle arrive. Il ou elle arrive à aller danser, à prendre du plaisir. Mais finalement, tu te dis « mais c'était ça ma mission !» Les bons danseurs, génial, tu es tout content. Mais quand tu arrives à faire un danseur ou une danseuse qui n'est pas prédisposé, mais qui veut continuer à faire à s'adonner à ce qui est pour lui ou pour elle une source de joie, arrive à danser, oui. Là, c'est un gros challenge. Il y en a d'autres. Alors, des anecdotes. Là, je n'ai pas vraiment sur ça, d'anecdotes en tout cas. Okay. Voilà. Esteban, tu sais que dans la vie, on a tous des passages qui sont bien, des passages qui sont moins bien, et ça fait partie de la vie. C'est d'ailleurs grâce à des passages moins bons en fait qu'on progresse. Est-ce que dans ta vie, tu pourrais nous relater un événement qu'avant tu n'osais pas parler et qui aujourd'hui est quelque chose sur lequel tu travailles encore ou que tu aimerais travailler par la suite? Oui, moi j'aimerais en fait revenir sur un épisode qui a eu lieu il y a 6 ans. Et qui était, oui, il y a un avant et un après dans ma vie. Et si je reviens, c'est parce que la presse en a beaucoup parlé, mais peut-être pas de la meilleure manière. Bon, je le fais court, ça aura l'air peut-être impudique, mais c'est comme ça. C'est que mon père, il y a 6 ans, a tenté de me tuer avec un revolver. J'ai pu sauter et sauver ma vie.
Et ensuite, il s'est donné la mort avec la même arme. Et j'habite là où ça s'est passé, tout simplement pour des raisons pratiques, parce qu'il y avait une chambre pour ma fille, donc je vis avec ça. Et étonnamment, la police a fait, je pense, de son mieux d'une certaine manière, mais ils m'ont donné les clés le lendemain et c'est moi qui ai découvert par les traces et parce que j'ai eu à nettoyer, et Dieu sait que j'ai eu à nettoyer des choses, j'ai découvert où ça s'était passé. L'endroit physique, l'endroit même. On n'est plus le même après, bien sûr, je vis avec, je deal avec ça, je suis fils unique, donc j'ai pas eu de frère ou de sœur pour m'épauler à ce moment-là. Et mon père a toujours été le nœud de ma vie, ce qui me faisait pleurer lorsque j'étais tout seul, j'avais besoin de pleurer, je me mettais un tango quand j'étais plus jeune et je pensais à mon père, qui était bien vivant à ce moment-là. Donc déjà au départ, c'était un nœud de ma vie. Et que le dernier regard de ton père soit un regard de mort, où tu lis que, clairement qu'il veut te tuer, et que le dernier mot qu'il a dit, c'est confiance, parce qu'il m'a dit reste là, j'ai pas confiance. Parce qu'en fin de compte, il a pris l'arme en cachette. J'ai dû me pencher pour voir à la manière dont il prenait cette arme que c'était bien une arme. C'est pour ça que j'ai pu sauver ma petite personne. Et par contre, la presse s'en est fait l'écho, parce que je suis une personne mi-publique, donc ça fait la une. Et je pense que, je ne dirais pas que la presse a profité de mon état de choc, mais j'ai donné une interview en état de choc qui a paru obscène peut-être, certaines personnes n'étaient pas d'accord, peut-on être d'accord avec ça ou peu importe. Mais là, si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais ne pas réduire mon père à ça. Mon père est une personne qui a essayé vraiment de faire en sorte que j'ai une bonne vie. Il a été un bon père dans le sens où il a été présent, même trop présent, très responsable vis-à-vis de moi. Maintenant, nous ne nous entendions pas à merveille, ça c'est sûr. Il n'a pas su me donner un terrain favorable à la confiance en moi, ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré mon parcours, que c'est un trou absolument extraordinaire, moi je pense que je n'ai pas fait grand-chose. Mais il n'était pas que ce geste-là. Ce geste-là, il est aussi fruit d'une démence sénile qui commençait, ou alors a-t-il voulu se donner de courage pour en finir, parce que si tu en finis avec ton fils, tu es obligé d'en finir toi-même. Mais j'ai une grande gratitude pour tout ce que mon père m'a apporté. De plus en plus, je me rends compte, tiens, cette phrase, c'est mon père qui m'a dit, tiens, mon père m'a dit ça, et je me rends compte qu'il m'a apporté des choses d'une valeur incroyable, et qu'à sa manière, avec sa maladie, car il était malade, très conscient, très intelligent, mais il avait une maladie mentale. Qu'avec sa maladie, il m'a quand même aimé au mieux. Maintenant, est-ce que je peux dire que c'est un enseignement? Oui, sans doute, mais pour l'instant, j'en suis un peu à dealer avec ça d'une manière douloureuse, mais je voulais juste, comment dire, rescatar en espagnol. Je voulais que la figure de mon père en ressorte un peu grandie. Il n'était, et de loin pas, que ce geste final qui va rester peut-être plus anecdotique avec le temps. Merci pour ce témoignage, c'est vrai que c'est fort. Merci. Alors, qui des adresses et maladresses personnelles qu'on a tous dans nos vies, on parle souvent plus facilement de nos qualités, mais j'aimerais bien aujourd'hui que tu nous parles d'un des défauts, mais pas de n'importe lequel. J'aimerais que tu me dises quel est le défaut chez toi qui te plaît le plus et qui t'a fait le plus grandir. Ah bah tiens, c'est une merveilleuse question ça, c'est une merveilleuse question. Je ne vais pas tomber dans les défauts que parfois on retrouve dans les questionnaires de Proust, dans les journaux, où le défaut va toujours être une qualité déguisée. Le gars, il va dire l'impatience, enfin des défauts comme ça. Alors finalement, c'est peut-être un tueur en série, je ne sais pas. Et moi, j'aime que mes défauts soient des vrais défauts. Et un défaut qui m'a fait grandir, finalement, ce défaut qui m'a fait grandir est aussi lié à mon père, par d'abord papa. Et je ne sais pas comment définir ce défaut, je vais trouver un mot après, mais il a consisté en quoi? Et comme mon père était quelqu'un qui me saoulait, hein, on va dire vraiment, des heures et des heures avec mon avenir et ma réussite, et voilà. Et qui mettait tellement de pression sur moi. À la première occasion venue, lorsque j'ai quitté le foyer familial
avant 19 ans, j'ai arrêté mes études. J'ai arrêté d'aller au collège, au lycée pour les Français. Et j'ai voulu lui faire du mal. J'ai voulu lui faire payer tout ça. Mais finalement, c'est à moi que je faisais du mal. C'est à moi. Donc ce défaut, on peut dire déjà, il a trait à la bêtise, parce que j'ai eu un comportement bête, donc bêtise. Donc un des défauts, c'est la bêtise. Et il a trait à quelque chose qui m'a toujours poursuivi par la suite, c'est-à-dire plus que de l'impatience, l'impulsivité, mais l'impulsivité dans le sens le plus négatif. Combien de fois on me disait, tiens, je prenais quelqu'un en grippe au premier regard, après je me rendais compte que c'était quelqu'un de bien, et puis mes amis me disaient, mais t'as vu, arrête de juger, voilà, toute impulsion. Mais en quoi ça m'a aidé, cette bêtise doublée d'une impulsion? C'est qu'après j'ai dû m'inventer. Alors ce défaut qui est de la bêtise, doublé d'une impulsivité qui m'a beaucoup desservi par la suite, puisque j'ai fait ça dans un élan, dans une impulsion destructrice envers mon père et autodestructrice. J'ai cru lui faire payer quelque chose alors que je me lésais moi-même. Là où ça m'a servi, c'est qu'après j'ai dû m'inventer. J'ai dû inventer ma vie, j'ai dû m'inventer moi, et m'inventer un avenir, m'inventer une route, puisque je me suis coupé de la possibilité d'avoir des études supérieures avec des diplômes que je n'ai pas obtenus, vu que je suis parti avant. Et j'avais pour seule arme le dessin, la danse, mais qui n'était pas encore dans mes projets de vie professionnelle, mon amour pour l'écriture. Et avec tout ça, à cause ou grâce, à cause / grâce, hashtag grâce, de ces défauts, prononcés, de n'avoir pas su réfléchir à 2 fois. Donc la caractéristique de quelqu'un de bête, entre guillemets, c'est que voilà, j'ai vraiment fait preuve de bêtise. Et j'ai dû inventer ma vie, d'abord en démarchant les journaux, mais c'était une blague. J'avais 21 ans et je suis parti avec mon carton à dessin, j'habitais tout seul dans un foyer, pas loin d'ici. Et je suis allé au journal La Suisse, qui n'existe plus. Avant, c'était pas la Tribune le matin, avant c'était La Suisse, qui était rue des Savoises. Et je suis allé voir le rédacteur en chef, Eric Lehmann, présentateur du journal après, qui était chef de la police du canton de Vaud après aussi. Avec mon carton à dessin, on a voulu m'éconduire parce qu'on me disait non, il ne va pas vous recevoir. J'ai campé devant, mais un truc de fou. Et quand je le vois sortir par la porte qui communiquait avec sa secrétaire, j'ai presque, comme un vendeur ambulant, mis le pied sur la porte. J'ai dit, il faut que vous regardiez mes dessins. J'ai fait un de ces scandales. Mais c'est comme ça que j'ai publié. C'est comme ça que j'ai commencé à publier. Donc j'ai dû m'inventer. Mais c'est vrai, et c'est là où ta question, Tadeo, me touche beaucoup et les fruits d'une grande intelligence de ta part, bravo. C'est que c'est vrai que c'est ce défaut initial, inaugural, qui a fait que, par nécessité, intérieure et extérieure, j'ai dû m'inventer une existence, qui est celle que j'ai aujourd'hui. Moi, je pense que, si tu me permets un compliment, parce que je vois souvent que tu as une personnalité qui est assez enclin à un petit peu... c'est plus que de la discrétion, c'est plus que de l'humilité, je vois ça presque un petit peu comme je veux pas reconnaître que j'ai fait quelque chose de bien quelque part. C'est vrai, tu as raison. Des fois, tu as de la peine au fait à voir le travail que tu as accompli et surtout ton chemin en fait. J'ai de la peine, ouais. Alors laisse-moi aujourd'hui te donner un compliment, se dire ce que tu as accompli, c'est pas rien. Il y en a beaucoup dans ton cas, qui auraient été dans ton cas, qui auraient abandonné l'école pour des raisons familiales, qui auraient été totalement compréhensibles et qui auraient peut-être été se détruire dans la drogue ou se morfondre dans l'alcool ou devenir, je ne sais pas moi, dépressif ou autre. Donc de cette erreur, comme tu le dis, tu en as su retirer quelque chose qui était plutôt positif. C'est vrai, ce que tu dis est tout à fait vrai. C'est vrai, au départ, je n'ai pas les armes pour bien m'aimer. Mais c'est vrai, ça aussi c'est un défaut. Mais j'ai conscience que je suis allé dans le côté positif de la vie, que je suis allé plutôt dans le côté verre à moitié plein.
Et j'en ai conscience et moi ce que j'aimerais c'est que ça puisse servir à quelqu'un qui se pose des questions sur le fait tiens je suis pas scolaire. Moi j'étais pas scolaire, j'en suis pas moins un écrivain entre guillemets, j'écris des livres, une trilogie entre autres, je suis parolier. Donc il y a un chemin à faire en se l'inventant. Et si mon expérience peut servir à que quelqu'un se dise tiens, il y a cet autre moyen, cet autre chemin hors des ornières, ouais, bah, j'en serais content. Como se dice, como on dit en espagnol, no hay camino. Exacto. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, qui dans ma chanson avec Pedrito Calvo Jr. c'est devenu casinero, no hay casino, se hace casino al bailar. Exactement, ce qui veut dire en français danseur de danse cubaine, casino, du casino, casinero. Il n'y a pas de casino, il n'y a pas de salsa cubaine. Le casino se fait en dansant. Et le premier voulait dire, toi qui chemines, caminante, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant. En d'autres termes, on pourrait dire que il n'y a pas de route toute tracée déjà. C'est ça. Que sa force d'expérience, d'empirisme, aussi, oui, quelque part d'ouverture au monde, d'être un petit peu à l'écoute des opportunités qui peuvent se présenter à gauche à droite. Absolument. Ah oui, oui. Qu'on peut arriver à... Et puis ce nez que j'ai pas forcément aussi protubérant que celui de Cyrano, mais qui est bien là quand même. Hein. Ce nez qu'il faut suivre. Et ça paraît éculé, ça paraît un peu bateau. Ouais, ça y est, le nez, l'instinct. Ouais. Un grand mot. Qu'est-ce que c'est que suivre son instinct? Et suivre son instinct, c'est se dire tiens, c'est plutôt ça que ça. Et ne pas savoir pourquoi. Parce que finalement, là, je vais regarder la caméra pour m'adresser à cette personne que je veux toucher. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait une quantité invraisemblable de choix. Mais c'était ça et pas ça. Il y a un film surréaliste de Luis Buñuel. Et est-ce que c'est cet obscur objet du désir? Je ne sais pas si c'est celui-là. Ou alors c'est pas celui-là parce que c'est Catherine Deneuve. Enfin, je mélange tout. Hein. J'ai une culture vraiment d'autodidacte, à savoir, j'ai toutes les phrases, j'ai tous les auteurs et ils sont tous faux. Mais je me souviens de ce moment où, si c'est Catherine Deneuve, c'est Catherine Deneuve, et elle avait 2 œufs dans la main. Et on lui demandait lequel des 2 préfères-tu? Et elle a dit celui-là. Et l'autre lui dit mais ils sont pareils. Et elle répond, si ma mémoire est bonne, entre 2 choses pareilles, j'en préfère toujours une. Et ça m'a vraiment électrifié ce moment-là. Donc juste une histoire de, il faut que tu préfères, va et préfère. Tu ne sais pas pourquoi, mais va et préfère. Après titre 1, c'était pas bon. Mais au cœur de ce pas bon, il y aura encore un double, triple, quadruple choix. Va et préfère. Va et préfère tout le temps. Et ça, c'est l'instinct. Est-ce que dans la danse, tu aurais un message à faire passer, un conseil ou un message très bref à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la danse mais qui ne sait pas à quoi s'attendre? Choisis, imaginons que tu vas choisir, pour dire quelque chose, le mot salsa. Tu vas choisir la salsa. Écoute-la. Écoute-la. Il faut que ça te plaise. Il ne faut pas que ce soit parce que tu t'es dit tiens, l'autre il fait ça, puis ça a l'air bien, je vais rencontrer des gens, peut-être même du sexe opposé si tu es hétéro ou au moins du même sexe, peu importe, pour ces raisons-là, ça peut venir, mais ça ne doit pas être le moteur. Écoute ce qui est à l'origine, parce qu'à l'origine de la danse, il y a la musique, il y a d'abord les danseurs, les orchestres, ils s'enferment dans des studios d'enregistrement, ils font des accords, Tadeo est musicien et danseur en même temps, il sait mieux que personne de quoi on parle. Au début, il y a la musique. Donc tu vas interpréter quelque chose, écoute-la. Si elle te prend, elle te plaît, tu ne vas pas forcément être en extase. C'est ta chose, là tu y vas. Là tu y vas, les yeux fermés. Ça c'est un magnifique début, ça te plaît. Si tu vois que la musique c'est pas forcément ça, mais que tu vois que c'est pour des raisons vraiment extérieures et formelles, vas-y si tu veux, mais tu ne trouveras peut-être pas ce plaisir à l'intérieur de ce monde des danses cubaines dans ce cas-là. C'est un monde absolument extraordinaire. Maintenant, après, comment choisir le prof? Ça, c'est pas si évident. Mais tu vas te rendre compte très vite si le prof, même dans un cours collectif où il y a beaucoup de monde, il a un regard qui va quand même, pour chaque élève, il ne pourra peut-être pas les avoir tous, mais si individuellement il va tout à coup dire quelque chose parce qu'il a vu, ça veut dire qu'il est attentif. Si le prof, quand il danse, se met plus à ton niveau, s'il ne danse pas, s'il n'enseigne pas
pour montrer, là aussi c'est le signe que c'est un bon prof. Ces deux choses, au départ, puisque tu me disais au départ pour se lancer, je pense que c'est deux ingrédients, que le prof soit généreux au départ plutôt, que la musique te prenne et que le prof soit donc généreux. Tu le remarqueras, sinon change de prof, mais reste avec la musique cubaine. Esteban, je te remercie pour cette... C'est ma première interview, donc voilà. Ah, super, moi je suis honoré alors. Donc tu vois, tu inaugures les interviews sur ma chaîne. Alors merci infiniment pour ce temps que tu m'as accordé. Et puis en tout cas, je te souhaite une continuation encore très longue dans ce métier parce que je suis certain que même si tu ne le crois pas, pour beaucoup de personnes, tu es une inspiration. Oh, merci beaucoup. Et ça, c'est super important. Merci beaucoup. Là où je ne sais pas si c'est le cas pour moi, en tout cas, je te remercie, mais c'est vrai que j'ai toujours des références. Hein. Paul Éluard disait « Le poète est moins celui qui est inspiré que celui qui inspire ». Et alors, merci beaucoup de m'avoir attribué ce rôle. Donc Esteban, peux-tu nous parler un petit peu de tes projets, de où est-ce que tu donnes des cours, s'il te plaît? Alors pour la danse, donc à Genève, le mardi à la rue Verassa, 7B rue Verassa, de 19h à 20h30, des cours intermédiaires. Sinon je suis sur Pringy, tout près d'Annecy, les jeudis et les vendredis à l'école à danser, tout ensemble à danser avec un accent aigu. Et ça, ce sont les projets, plutôt c'est les cours que je donne dans la région, Genève et la région d'Annecy. Maintenant, les projets que j'ai, c'est au niveau de la danse, c'est la préparation. Tu avais fait partie d'une belle aventure qui nous a vu champion suisse et 3e au championnat du monde. Donc je prépare un groupe pour la France, pour 2020. Et pour le travail de parolier, j'ai bon espoir que prochainement, une des plus grandes chanteuses de l'histoire chante l'un de mes textes, et un très grand danseur aussi qui est un ex-chanteur de bamboléo. Donc c'est les deux projets. Et pour les caricatures, je suis caricaturiste officiel de Los Van Van, donc il y a un livre en préparation et des expos un peu partout. Voilà le gros de mes projets. Est-ce que s'il y a des gens qui veulent prendre des cours privés avec toi pour la danse ou de dessin, de caricature Absolument. Vous pouvez me contacter par mail esteban_isnardi@hotmail.com ou sur mon Facebook Esteban Isnardi 2. De toute manière, on mettra tous les liens dans la description bas de la vidéo. Alors Esteban, encore un grand merci. C'est moi qui te remercie, Tadeo. Et puis, plaisir de te retrouver une prochaine fois, Esteban. Super, avec plaisir. Danse, voilà. Oui. Et puis d'ici là. Danse bien. Bonne danse et puis à bientôt. Danse bien. Ciao.